viens vous appeler à sortir de la distraction. La distraction du faux débat sur le changement de la Constitution, mieux l'établissement d'une nouvelle Constitution. La distraction du pouvoir qui marchande de manière cynique la guerre dans l'est de notre pays pour des raisons politiques peu nobles et inavouées. Car derrière les tapages du discours que vous entendez, il n'y a aucun projet pour le peuple congolais. Il n'y a aucune vision pour la nation. La corruption désormais banalisée, le tribalisme assumé, la nation divisée, même déclinée avec force arrogance par le pouvoir et par les armes, ne font pas une vision. Le régime actuel, à force de renier toute responsabilité dans ce qu'il accomplit, s'est progressivement transformé, à coups de bave et de la salive, en une véritable industrie politique de la distraction et de la manipulation de notre peuple. Une industrie organisée autour d'une seule ambition: réinstaller la dictature dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ce monstre politique, révisité par Tshisekedi et ses amis, nos pères de l'indépendance l'ont combattu avec courage et détermination. Ils l'ont combattu depuis la colonisation. Ils l'ont combattu pour l'indépendance nationale. Ils l'ont combattu pour la souveraineté de notre pays. Et cette réalité de la dictature et de la répression, notre jeunesse l'a affrontée à son tour, et souvent à main nue. Elle s'est levée, elle a résisté, elle a payé le prix fort, parfois le prix ultime, le sacrifice de leur vie, car au fond, le combat n'a jamais changé. Il faut savoir nommer les choses. Ce système, nous le connaissons. Un système fondé sur les contre-valeurs, le pouvoir personnel, le culte de la personnalité, le mensonge, le détournement, la corruption et la répression de nos libertés. Ce système, nous l'avons subi dans notre histoire et sous la Deuxième République notamment. Ce système, nous l'avons rejeté. Il représente le côté sombre de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, ce même système revient à grands pas à travers d'autres discours. Mais la logique reste la même. Souvenons-nous de tous ceux qui ont versé leur sang pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Souvenons-nous, et nous pensons aux martyrs du 16 février 1992, tombés lors de la marche des chrétiens. Souvenons-nous qu'il y a à peine quelques années, nous avons refusé de retourner dans la dictature. Souvenez-vous que nous avons refusé le 3e mandat à Joseph Kabila. Souvenez-vous que ici même, la carte jaune et la carte rouge décernées par feu Étienne Tshisekedi Wamulumba le 31 juillet 2016, ici même devant le boulevard Triomphal, a rassemblé l'ensemble du peuple congolais. Nous étions là, vous étiez là, ils étaient là aussi, même si aujourd'hui, au pouvoir, ils font semblant d'oublier. Souvenons-nous que nous sommes battus à imposer l'alternance en 2018 pour inscrire notre pays sur la voie irréversible de la construction d'un État moderne et civilisé, conscient de l'histoire nationale, de ses faiblesses et de ses forces, mais respectueux de la Constitution de notre pays et garant de la dignité
du peuple congolais. Rappelez-vous, chers compatriotes, que l'alternance politique de 2018 a été obtenue au prix du sang et de la vie d'entre nous, de la vie de nous. Souvenons-nous de Thérèse Kapangala, souvenons-nous de Rossi Mukendi, souvenons-nous de Hussein Ngadou, souvenons-nous aussi de Konkulula et de bien d'autres anonymes, ces jeunes qui n'ont pas donné leur vie pour que ce pays recule. Ils n'ont pas donné leur vie pour que un individu, une clique, fasse revivre à ce pays ce que nous avions déjà vaincu. Ces jeunes sont morts pour la liberté. Ils ont été tués pour la dignité. Ils sont tombés pour que le peuple congolais reste debout et croit à un avenir meilleur pour lui-même, pour la nation et pour les générations futures. Congolaises, Congolais, nous n'avons pas le droit d'oublier. Nous n'avons pas le droit de céder. Et nous n'avons pas le droit de nous laisser distraire par cette clique au pouvoir. Nous n'avons pas le droit de reculer. Et nous ne reculerons pas. Un peuple, voilà des années que l'insécurité s'installe au cœur même de la ville de Kinshasa, la capitale, et dans plusieurs villes de notre pays, frappant de populations innocentes dans une indifférence insoutenable du pouvoir. On tue, on agresse, on kidnappe, on viole, on fait des braquages en plein jour, on sème la peur. Le pouvoir monte des milices. Et ceux qui gouvernent font semblant de ne rien voir, ne rien entendre, ne rien ressentir. Pour eux, il ne se passe rien et tout va dans le meilleur du monde. Ces 8 ans lourds de sacrifices imposés à notre peuple au profit d'un système de jouisseurs, de jouissance, d'enrichissement d'une minorité de la classe dirigeante a pris le pays en otage. 8 ans d'inefficacité, 8 ans d'incompétence et d'incapacité à accomplir ces missions minimales. Les fonctionnaires et les agents de l'État enregistrent plusieurs mois de salaires impayés. N'est-ce pas vrai? Les embouteillages étranglent la ville de Kinshasa pendant qu'un pouvoir arrogant traverse la misère du peuple, son de sirènes et sous l'éclat des gyrophares, mais incapable de réguler la circulation routière et l'ordre public. Kinshasa s'enfonce dans l'insalubrité indigne d'une capitale, au milieu de déchets, du désordre et l'abandon de routes défoncées, un désordre de l'espace urbain que le pouvoir fait semblant de découvrir au détour d'un conseil de ministres pour ne pas assumer le désastre de son incurie. Oui, 8 ans de souffrance, c'est trop. 8 ans de souffrance, cela suffit. 8 ans de souffrance appellent désormais un bilan. Et M. Tshisekedi doit répondre de son bilan. Ce bilan n'est pas le bilan de mi-parcours. Le bilan, c'est le bilan d'une fin de règne. Le bilan d'un pouvoir défaillant. Le bilan d'une responsabilité écrasante de l'insécurité, de la désorganisation et de la détresse de notre peuple. Chers compatriotes, depuis 10 ans, je n'ai cessé d'alerter la nation. J'ai défendu mes fondamentales, la réduction du train de vie de l'État. J'ai demandé de diminuer les dépenses institutionnelles afin de libérer les moyens pour les affecter aux investissements productifs, pour le développement au service d'un État modeste mais efficace. La réduction du train de vie de l'État n'est pas un slogan, mais c'est un choix stratégique pour la refondation du Congo. C'est l'un des piliers d'une politique budgétaire sérieuse, responsable et orientée vers l'avenir dans un pays
où les dirigeants ont perdu le sens de la mesure et l'essence de la réalité. Car une politique efficace n'a qu'un objectif: servir la croissance économique, réduire les inégalités et garantir la stabilité financière et macroéconomique de la nation. J'ai toujours défendu une conviction claire: la croissance inclusive est le moteur le plus efficace de réduction de la pauvreté. C'est au nom de cette conviction que dès 2006, nous en avions fait l'axe central de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté à travers le DSRP 1. Et pendant qu'on parlait de la rigueur, le pouvoir organisait le contraire. Une explosion incontrôlée des dépenses, très souvent exécutées par la procédure d'urgence en dehors de la chaîne de dépenses. Entre 2019 et 2024, les volumes de dépenses exécutés par la procédure d'urgence ont représenté jusqu'à 30% des dépenses totales. Constituées de quoi? Des dépenses d'investissement et de paiement de la dette intérieure, parfois et souvent non justifiées et qui n'avaient aucun caractère urgent. Le clientélisme massif qui a servi par des voies peu orthodoxes, des jetons de présence en conseil d'administration au conseil d'administration de la SICOMINE, qui dissimule à peine les actes d'improbité morale et financière devenus monnaie courante. Aujourd'hui, j'ai suivi les uns et les autres. On s'empresse à faire une loi de finances rectificative pour 2026. Parce que le gouvernement a mis le pays à genoux. Parce que le gouvernement a mis ce pays à sec. Mais lorsque, comme en 2022, le Trésor public réalise un excédent de recettes de 2 milliards de dollars, on les dépense en procédure d'urgence et personne ne s'est soucié d'avoir un collectif budgétaire. Les résultats des courses, aujourd'hui, le régime a un État hypertrophié, inefficace et financièrement fragilisé, voire asphyxié, incapable d'honorer régulièrement les salaires de ses agents. Au Conseil des ministres du 13 mars 2026, fidèle à ses habitudes, Félix Tshisekedi, qui n'est jamais responsable de rien, qui n'est jamais au courant de ce qui se passe, feint de découvrir les dégâts. Mais les chiffres sont plus éloquents. Depuis la réélection de Tshisekedi en 2023, la masse salariale du secteur public mensuel a doublé. Elle est passée de 450 milliards par mois à 1000 milliards par mois, près de 40 à 50% des recettes courantes, soit 5% du PIB national, enfermant le pays dans une rigidité budgétaire qu'on aurait pu éviter. Désormais, pour payer les fonctionnaires, il faut s'emprunter sous le marché par les bons du Trésor. La réalité, c'est que derrière cette explosion de la dépense, il y a le clientélisme d'État, alimenté par ceux qui gouvernent aujourd'hui et qui ont une caractéristique: la meilleure pour créer des postes aux amis, à la foultitude de militants, sur ordonnance, par décret ou par arrêté. Et les entreprises publiques ne sont pas en reste sur ce sujet. La dette publique a pris la même trajectoire. Elle dépasse 13 milliards de dollars. Si elle demeure soutenable à ce jour, l'absence de mesures correctrices dans sa trajectoire, conjuguée à la faible qualité de l'allocation de ressources aux dépenses utiles, orientées vers des dépenses improductives aujourd'hui, fait peser un risque réel sur les générations futures qui pourraient supporter à moyen et long terme un service de la dette de nature à affecter durablement l'avenir de nos jeunes et de nos finances publiques. Aujourd'hui, la réalité rattrape le régime. Quand nous parlions de la réduction du train de vie de l'État, celle-ci était galvaudée, elle était moquée. Le temps a fait sa leçon et reclassé les uns et les autres. Loin de toute polémique et propagande,
Le FMI, qui s'était tenu silencieux, sonne tardivement la sonnette d'alarme pour dire ce que nous dénoncions déjà, parce que nous cheminons vers une impasse. Mais la vérité, vous la savez, vous la connaissez, c'est que cette crise n'est pas une surprise. C'est la conséquence directe de choix politiques irresponsables et des actes érigés en doctrine de la gouvernance. Le clientélisme, la corruption, le détournement, la gabégie, l'impunité garantie aux courtisans du pouvoir. Qui mieux qu'un ancien ministre de Tshisekedi, des Finances, pour énoncer cette doctrine? Lorsque l'argent est disponibilisé pour les infrastructures, on se le partage ensuite et on regardera les infrastructures plus tard. À tous ces mots s'ajoute une autre défaillance majeure: l'absence totale de la coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire, devenu curieusement, le temps du dernier trimestre, un instrument de propagande politique contraire aux missions de la Banque centrale. Cette politique, on le sait, a été une catastrophe pour nos concitoyens. Le gouvernement et la Banque centrale ont mis la main dans nos poches, ont fait nos poches. Elle a occasionné l'instabilité, la manipulation du taux de change, qui a entraîné une baisse du pouvoir d'achat ainsi que l'appauvrissement de ménages. Ce n'est pas le gangstérisme monétaire que l'on va dédollariser l'économie nationale. Nous sommes favorables à ce que la monnaie nationale joue son rôle plein et recouvre sa pleine souveraineté. Mais cela demande une approche holistique à moyen et long terme, coordonnée étroitement avec la politique budgétaire du gouvernement, qui semble avoir été prise de court par un activisme inhabituel de la BCC, favorisé par un environnement politique du chaos et d'anarchie politique. Mes chers compatriotes, maintenant, abordons un sujet grave, un autre sujet vital: la guerre qui ravage l'Est de notre pays depuis des décennies. Et je voudrais bien que vous me suivez. Lorsque M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait lui-même fixé un principe clair: sans la paix à l'Est, son bilan serait un échec. La question: la paix est-elle revenue à l'Est? Que peut-on alors dire de ce bilan? Qu'est-ce que l'on peut dire de ce bilan? Sauf que, aujourd'hui, il lui reste 946 jours pour terminer son mandat. Aujourd'hui, il lui reste 946 jours pour terminer son mandat. La réalité est sans appel. La paix n'est pas revenue. Au contraire, la situation s'est aggravée. Des millions de nos compatriotes sont déplacés. L'Est est devenu pour le pouvoir un instrument d'action et de chantage politique. Un instrument de justification de toutes les incompétences et antivaleurs. La guerre est devenue un instrument de maintien au pouvoir au nom d'une prétendue mission. Nous allons en parler de la mission. La guerre est devenue un instrument de distraction. Tant que la guerre dure, on vous demande de patienter. Tant que la guerre dure, on suspend les exigences démocratiques. Tant que la guerre dure,
on prolonge les échecs. La guerre d'agression est ainsi devenue un alibi. Je le répète, il n'y a aucune mission d'ordre quelconque en dehors et au-delà du mandat constitutionnel et qui pourrait se substituer à ce mandat. On peut alors légitimement se poser la question suivante. Le pouvoir cherche-t-il réellement la paix ou entretient-il la guerre? S'en accommode-t-il pour des besoins politiques? Congolaises et Congolais, qu'on s'entende bien, nous condamnons fermement toute agression contre notre pays par une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. Nous exigeons le retrait. Nous condamnons fermement l'agression de notre pays par toute puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. Nous exigeons le retrait de toute force étrangère, des mercenaires sur notre territoire national. Nous appelons le peuple congolais à assurer la défense de l'intégrité du territoire national. Mais cette position de principe ne doit pas nous faire perdre la lucidité. La condamnation de l'agression rwandaise ne saurait en aucun cas valoir, ne fût-ce implicitement, de validation de la gouvernance de la majorité en place. Et je trouve même indécent que Félix Tshisekedi et son pouvoir veuillent nous enfermer dans une approche binaire stérile. Pour ma part, nous ne sommes pas condamnés à choisir entre la défense de la souveraineté nationale et l'exigence démocratique de la responsabilité politique. Défendre le pays, son intégrité, est un devoir, un droit que ne nous impose pas le pouvoir, mais que nous impose la Constitution par son article 63. Défendre le pays et son intégrité est un devoir que ne nous impose pas le pouvoir de M. Tshisekedi et ses acolytes, mais c'est un devoir qui nous est imposé et garanti par la Constitution en son article 63. Donc, exiger des comptes aux dirigeants en place n'est pas combattre le pays. Exiger de la responsabilité de M. Tshisekedi dans l'accomplissement de son mandat ne constitue pas un soutien à l'agression de notre pays. Qu'on arrête une fois pour toutes cet amalgame et refuser de condamner les écarts du gouvernement, les dérapages, c'est se compromettre vers une dérive qui ne dit pas son nom. Ainsi, défendre l'intégrité du territoire ne revient pas à absoudre les insuffisances du pouvoir, à le regarder comme s'il était tout d'un coup devenu saint, à oublier la corruption, à oublier les détournements, à oublier son incompétence et son inefficacité. La vérité est simple. Je condamne fermement l'agression de notre pays, tout en dénonçant avec la même fermeté, avec la même exigence, les défaillances morales et opérationnelles dans la conduite de la politique de défense et de sécurité de notre pays. Ni la guerre, ni la menace extérieure ne peuvent servir de refuge à l'irresponsabilité, ni de prétexte à l'effacement des exigences démocratiques.
Tenez, mes chers compatriotes, depuis 2021, l'état de siège a été instauré et prolongé. Et pourtant, des villes stratégiques, capitales provinciales de Goma et Bukavu, sont tombées. La sécurité n'a pas été restaurée. L'autorité de l'État n'est pas non plus renforcée. Parallèlement, les budgets de la sécurité et de la défense ont connu une hausse vertigineuse. Plus de 30% du budget national est aujourd'hui orienté vers la sécurité et la défense. La guerre a un coût. La guerre a un coût dont on ne vous parle pas. De 2019 à 2025, depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, les crédits consacrés à la défense et à la sécurité nationale ont atteint le chiffre vertigineux. Vous voulez que je vous le donne? Oui. Vous voulez que je vous le donne? Oui. Ce gouvernement a dépensé pendant cette période 13 milliards 650 millions de 2019 à 2025, depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Les crédits consacrés à la défense et à la sécurité ont atteint 13 milliards 650 millions de dollars. Mais pour quel résultat? Vous voulez qu'on en parle? Oui. Les 13 milliards n'ont pas amené une amélioration décisive sur le terrain. Pas de renforcement visible de l'outil de défense. Pas de sécurisation durable des populations. Et la question que vous devez vous poser, où sont passés tous ces moyens engagés dans le cadre de la défense, la sécurité et la guerre? À qui profitent ces finances de la guerre s'ils n'ont pas aidé à renforcer nos capacités opérationnelles et à recouvrer l'intégrité de notre territoire national? La situation pourrait bien cacher un business de la guerre que je dénonce, et le peuple a le droit de savoir désormais qu'est-ce que son gouvernement met dans cette guerre et comment est-ce que ces moyens sont dépensés. Mes chers compatriotes, je vous invite à ouvrir l'œil et le bon. À quoi sert aussi la guerre? À quoi sert l'instrumentalisation de la guerre pour le pouvoir? La réponse est tout aussi simple. Gagner du temps. Éviter de rendre le compte. Parce que nous sommes en guerre. On n'a pas à rendre compte. Les urgences sont ailleurs. Le pouvoir sait qu'au regard de la Constitution et de l'horloge républicaine, il ne lui reste plus que 946 jours d'exercice avant la fin définitive du second et dernier mandat de Félix Tshisekedi. Oui. La feuille de route de la CENI doit être mise en œuvre sans délai en vue de l'organisation des prochaines élections dont la convocation est prévue dans cette feuille de route pour le 23 octobre 2028. Dans ce contexte, le maintien d'une logique de guerre permet d'éluder les débats sur l'essentiel, la préparation des échéances électorales à venir. Au lieu de préparer l'alternance démocratique, le pouvoir entretient la diversion et la distraction permanente. La guerre est pour le pouvoir un écran. La guerre est pour le pouvoir un refuge. La guerre est pour le pouvoir un prétexte. C'est là un danger majeur. Ils nous ont attaqués en disant que nous ne condamnions pas l'agression du Rwanda. Nous la condamnons parce que la Constitution nous l'exige, mais nous disons qu'ils doivent arrêter d'instrumentaliser la guerre à des fins politiques. La guerre ne doit pas devenir un prétexte pour retarder les élections de 2028. Elle ne doit pas servir d'alibi à la confiscation de la démocratie
par une clique qui veut se maintenir au pouvoir. C'est triste. Je suis triste. Après avoir combattu avec le peuple dans la rue le glissement électoral entre 2016 et 2018, Félix Tshisekedi, un jour présent ici à notre siège, et les siens ne peuvent pas se renier et devenir aujourd'hui les artisans acharnés d'un nouveau glissement sous le couvert de la guerre. Cela est indécent. Or déjà, quand on regarde le calendrier, des retards s'accumulent dans la mise en œuvre de la feuille de route de la CENI, publiée le 4 avril 2025. Cette feuille de route prévoit que 2026 et 2027 soient consacrés à la révision du fichier électoral. Elle est où la révision électorale? Nous appelons donc le gouvernement à s'acquitter, non pas d'un cadeau, non pas d'une grâce, mais d'une obligation, à doter la CENI des moyens nécessaires pour engager sans délai ces opérations essentielles sur le fichier électoral. Les élections de 2028 doivent se tenir et le peuple doit pouvoir se choisir les dirigeants qui vont succéder à la majorité et au président actuel. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une tolérance, c'est un droit des Congolais, conquis de haute lutte. Mes chers compatriotes, l'état de liberté publique et de droits de l'homme dans notre pays est aujourd'hui préoccupant. L'espace politique est dangereusement rétréci. Des voix dissidentes sont réduites au silence. Des opposants sont contraints à l'exil. Dans le même temps, les services agissent en dehors de tout cadre légal, fonctionnent comme une police secrète, confisquent des passeports, procèdent à des arrestations arbitraires, de nuit, à des détentions illégales et à la violation flagrante des garanties constitutionnelles les plus élémentaires. Je me pose une question. Sous quelle garantie constitutionnelle et de quel droit le Conseil national de la cyberdéfense ou de cyberdéfense arrête, détient les Congolais? Cela rappelle des périodes tristes de notre histoire. Le président Tshisekedi avait pourtant promis de fermer tous les cachots. N'est-ce pas? Oui. Mais il semble que depuis qu'il est là, on en ait créé d'autres. Peut-être que n'est-il pas au courant. Monsieur le Président, les cachots, on ne les a pas fermés. Les cachots existent et d'autres ont été créés avec les services que vous avez mis en place. Alors récemment, je suis dit que par une ordonnance-loi, on a créé un tribunal pénal économique et financier. En apparence, il s'agit de lutter contre la corruption. L'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Mais dans le fait, le risque est grand et nous connaissons la méthode de ce pouvoir. Le risque, c'est de voir se multiplier des poursuites sélectives, des procédures expéditives, des accusations utilisées comme instrument politique de chantage. Nous ne sommes pas opposés à la lutte contre la corruption, bien au contraire. Mais où en sommes-nous, Monsieur le Président, avec l'autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les conseillers spéciaux en matière de lutte contre la corruption que vous aviez institués? Ils ont disparu dans la nature. Pendant ce temps, on observe que plus on crée des structures spécialisées de lutte contre la corruption, et curieusement, la République démocratique du Congo continue de défendre sa meilleure place, de figurer parmi les 20 pays les plus corrompus au monde selon l'indice de perception de la corruption. Donc, ce n'est pas l'absence d'une juridiction spécialisée
de lutte contre la corruption qui a empêché que le travail soit fait. Ce n'est pas l'absence de cette juridiction qui a empêché que le dossier de 100 jours soit instruit efficacement jusqu'au bout. Ce n'est pas l'absence de cette juridiction qui a justifié que les dossiers des rames et tous les dossiers de détournement ne soient instruits. C'est plutôt l'absence de volonté politique. L'idée du pouvoir d'instrumentaliser la justice est ce qui gangrène notre appareil judiciaire. Donc c'est chez les politiques qu'il faut chercher la solution et non pas reporter cette responsabilité sur les lampistes que sont les juridictions, les magistrats qui s'acquittent d'ailleurs péniblement de leurs tâches parce que souvent dépourvus de moyens pour faire correctement leur travail. Dans un état de droit, la justice n'est pas une arme. La justice n'est pas un instrument pour faire peur. La justice est une garantie pour tous. Un jour au pouvoir, nous supprimerons toutes ces structures inutiles créées par M. Tshisekedi et qui ne servent à rien. Mes chers compatriotes, notre pays est donc dans une crise multidimensionnelle. Face à cette situation, nous avons toujours défendu la voie responsable, le dialogue inclusif, non pas par faiblesse ou par renoncement. Aujourd'hui, le pouvoir a un choix. Soit il accepte d'ouvrir cette voie du dialogue, soit il assume seul la responsabilité des conséquences. Le temps lui imparti n'est pas infini, il est compté. Et ce n'est pas une polémique. L'horloge tourne, et elle tourne vite. N'en déplaise aux partisans de la mission qui ont oublié le mandat ou qui veulent effacer le mandat. Apprenez à compter dès aujourd'hui. Il lui reste 946 jours au jour d'aujourd'hui pour agir et bien agir. Le lundi, il ne lui en restera déjà plus que 944. Le dialogue n'est pas une capitulation, mais une responsabilité. Parce que le dialogue est une voie de résolution pacifique et durable, le dialogue permet de reconstruire la confiance et l'unité nationale. Le dialogue permet de restaurer les équilibres. En lieu et place de cette voie de responsabilité, j'entends aujourd'hui ressurgir une autre distraction. C'est le débat sur le changement de la Constitution. Soyons clairs, aucun pouvoir n'est au-dessus de la Constitution. Aucun dirigeant n'a le droit divin sur ce pays. Changer la Constitution, transformer les mandats en mission illimitée, s'affranchir de toutes les exigences d'un État de droit ne fait pas partie de la République. Installer un pouvoir personnel, c'est une remise en cause du pacte républicain. C'est un acte de violence qui confisque le pouvoir sur le modèle de la dictature que les Congolais ont connu et ont combattu et ont vaincu sous la Deuxième République. Ce fait n'a pas une autre qualification dans la Constitution. Ceux de la haute trahison. Et pour nous, tout celui, quels que soient les titres et le rang, qui sera coupable de la haute trahison, il aura franchi la ligne rouge et il doit être combattu par tous les moyens. L'initiative de changer la Constitution fonde donc tout Congolais, partout sur l'étendue du territoire national, à user de l'article 64 de la Constitution pour faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Ceux qui s'y adonnent sortent de notre pacte républicain, prennent le maquis contre la République, ils doivent être traités et combattus comme tels et par tout moyen. Le peuple congolais a déjà combattu par le passé
Il a déjà résisté. Il a déjà refusé l'arbitraire. Il saura encore une fois s'élever pour défendre la République. Un conseil aux partisans du pouvoir. S'il est une chose que le pouvoir peut négocier, ce n'est pas son maintien au-delà de 2028. Ce sont les conditions de sa sortie pacifique. En 2028, nous attendons une passation pacifique et civilisée du pouvoir entre M. Tshisekedi et son peuple. S'il est une chose que ce pouvoir de M. Tshisekedi peut négocier, ce n'est pas son maintien au pouvoir au-delà de 2028. Ce sont les conditions d'une sortie pacifique en 2028 pour une passation pacifique et civilisée du pouvoir entre M. Tshisekedi et son successeur. Il n'y aura donc ni glissement, ni mission de droit divin, ni mission de droit ethnique, ni mission de droit tribal, ni mission de droit partisan. Mes chers compatriotes, s'agissant des accords de Washington, nous saluons le principe parce qu'il va dans le sens de la paix. Mais nous restons vigilants sur le contenu. Il faut dire que le pays est à son tournant historique. Ses ressources critiques peuvent soit consacrer sa dépendance, soit fonder sa souveraineté industrielle. L'accord de Washington, qui consacre le partenariat USA-RDC, ne sera utile que s'il est transformé en une stratégie véritable, nationale, fondée sur la connaissance de notre sous-sol, l'industrialisation locale et la maîtrise des chaînes de valeur. Sans souveraineté scientifique et sans transformation industrielle, notre pays restera riche en minerais, mais pauvre en pouvoir économique. Les milliards engagés dans la défense et les infrastructures n'auront de sens que s'ils s'inscrivent dans un système cohérent combinant énergie, corridor, capital national et discipline d'exécution. Mais il faut aller plus loin et dire la vérité. Le Congo est pauvre parce qu'on l'a enfermé dans un rôle et parce que nous avons trop longtemps accepté ce rôle. Hier, nous étions les caoutchoucs du sang. Puis, nous avons alimenté les industries de la guerre entre les deux guerres mondiales. Puis, nous avons fourni les minerais stratégiques pour mettre fin à la guerre par l'atome. Aujourd'hui, nous alimentons l'industrie des télécommunications avec notre coltan. Demain, nous serons au cœur de l'économie verte avec notre cobalt et le lithium. Mais à chaque époque, nous constatons notre présence dans chaque révolution industrielle. Nous fournissons la matière, les autres captent la valeur et nous demeurons pauvres. Les Congolais demeurent pauvres parmi les populations les plus pauvres de la planète. Cela doit cesser. Nous ne pouvons plus être seulement un pourvoyeur de minerais, même si cela devrait aider à rester au pouvoir. Il est venu le temps de penser stratégie congolaise et non le Congo comme étant une particule dans une stratégie des autres. C'est pourquoi nous restons lucides et exigeants à l'égard de ces accords de Washington. Nous avons connu les limites d'un modèle fondé sur le troc, notamment dans le cadre du contrat chinois. Je l'ai dénoncé en 2008 à l'Assemblée nationale. Les faits ont fini par nous donner raison. Aujourd'hui, les infrastructures promises sont quasi inexistantes. Mais les commissions et les jetons de présence à la CICOMINE, elles, sont bien réelles à millions de dollars. Elles ne sont pas au rendez-vous, ces infrastructures, à la hauteur des engagements. Les retombées économiques restent limitées. Pendant ce temps, les rentes circulent, les intérêts particuliers prospèrent. La reproduction de ces modèles, même avec les États-Unis, troc contre minerais pour la protection sécuritaire, sans la correction structurelle, ne produira pas davantage de prospérité pour le Congolais. On pouvait donc mieux négocier. Et nous négocierons sans doute mieux demain. En pensant non pas au maintien au pouvoir d'un groupe à court terme, mais en pensant l'avenir des générations futures à moyen et long terme. La situation actuelle, dans quelques années,
va nous conduire à une situation absurde. Nous aurons cédé nos minerais dans des trocs successifs sans avoir obtenu ni le développement ni la paix. Mes chers compatriotes, pour terminer, au terme de ce bilan de la situation de notre pays, je lance donc un appel solennel, un appel à la conscience nationale, un appel à la responsabilité et au courage. J'invite tous les Congolais à se réapproprier la constitution de notre pays et à ne pas se laisser distraire au-delà des clivages. Car être patriote, ce n'est pas servir un homme. Être patriote, ce n'est pas servir un camp. Ce n'est pas servir un clan, une tribu, une région ou un poste. Être patriote, c'est défendre la loi. C'est défendre la liberté. La véritable opposition, ce ne sont pas les leaders politiques. La véritable opposition, c'est le peuple. Le peuple qui refuse de continuer à souffrir. Le peuple qui refuse l'humiliation. Le peuple qui décide de prendre son destin en main. Rappelez-vous toujours ceci. Aucun pouvoir ne restera légitime si, même élu, il est exercé en violation de la Constitution. Aux forces politiques de l'opposition et aux forces vives de la société civile, j'adresse qu'un seul message. Nous avons un seul point de ralliement, la défense de l'essentiel, l'unité du pays, l'intégrité du territoire, la démocratie et la Constitution. Aux patriotes engagés au sein de l'Union sacrée, je lance un appel à la conscience et au courage, et ils sont nombreux. Ayez la lucidité de dénoncer, la lucidité d'aller dans votre détermination jusqu'au bout. Rejoignez le combat qui vaille, celui de la défense de la Constitution. Sachez-le clairement, choisir par crainte de perdre ou de conserver des avantages ne vous garantit pas une demi-liberté. Ce choix ne mène pas à votre sécurité, il conduit à votre servitude. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, nous allons amorcer une campagne de sensibilisation dans tous les quartiers, dans toutes les fédérations, dans toutes les sections, avant d'enclencher avec d'autres des manifestations de rue contre le changement de la Constitution et contre la tentative de confiscation du pouvoir par le régime en place. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui. Un grand jour pour la République démocratique du Congo. Le cerveau d'État d'Élie Cessang a pris parole pour orienter l'opinion, orienter le peuple congolais. Alongoli biso na ignorance, maelaki nango ya koyeba te na malowane ya mokolo ya lelo tolongwe na ignorance. Suivons la ligne de conduite.